Alors, bienvenue encore cette semaine à Hockey le magazine et bien sûr, mon ami Jasmin est avec moi. Jasmin, qu'est-ce qu'on a cette semaine? On va parler notamment avec Éric Dupont des bâtons parce qu'il n'y a nul besoin de dire que les technologies avancent très rapidement avec les bâtons. Il y en a encore beaucoup cette saison qui ont évolué. Et on va également vous parler dans quelques minutes, dans quelques instants, de Louis Domingue et d'un événement caritatif qu'il a tenu. De mon côté, je vous invite à ne pas manquer la chronique sur la glace alors qu'on va parler de la relance des défenseurs vers l'offensive. Hockey le magazine, c'est parti. Hockey, le magazine vous est présenté par le Trio Hockey, l'ultime méga magasin de hockey. En collaboration avec Captorder, hygiène du sport. Captorder passe à l'action, le Hockey le magazine pour un accès inédit à vos joueurs préférés. Avec la situation vécue au cours des derniers mois, certains joueurs de hockey ont occupé leur temps de manière plutôt originale. Prenons par exemple Louis Domingue des Flames de Calgary, qui a toujours eu une passion pour la boulangerie et pour la cuisine. On était le rencontrer justement dans une boulangerie alors qu'il confectionnait des tartes pour venir en aide aux enfants autistes de la Fondation Véro et Louis. Bien, pendant la bulle, j'ai fait des desserts pour mes coéquipiers. Ça a développé un gros engouement auprès des fans parce que j'ai mis ça sur les médias sociaux. Puis il y a eu une demande là, pour où qu'on pouvait trouver les tartes. Puis j'ai donc décidé de me joindre ici à la boulangerie Automne puis de faire des tartes et les vendre au profit de la Fondation Véro et Louis plutôt. La première édition s'est bien passée, la deuxième s'enligne encore mieux. On est ici ce matin, on va voir comment ça va se dérouler, mais les préventes en ligne ont été un succès. J'ai parlé de ma grand-mère, ma mère, dans le temps de Noël, que ce soit... on a tout le temps fait... on a une famille très foodie sans être nécessairement professionnel là-dedans, mais il y a beaucoup de temps qui a été investi là-dedans dans nos vies. Là. Donc, la manière que ça s'est fait, c'est que Louis tenait vraiment à ce que ça soit ses recettes. On est parti de ses recettes. On l'a fait de la manière qu'on fait nos recettes chez Automne. Donc, on fait des tartes déjà habituellement. Mais sérieusement, ce qui m'a surtout surpris, c'était la qualité de ses produits, puis vraiment à quel point il était impliqué dans ce qu'il faisait. Il tenait à être là à 4 heures du matin, il tenait à faire ses tartes, puis vraiment mettre la main à la pâte, là, tu sais. Bien, c'est sûr, j'ai toujours des attentes plus grandes. C'est important de ne pas plafonner en tant qu'événement. Tu sais, je veux pas... Le gars business en moi va peut-être penser à comment qu'on peut aller chercher, renouveler la clientèle parce que c'est pas tout le temps le même monde qui vont dire à chaque 2 semaines on va racheter des tartes puis se bourrer à la face. Il va falloir trouver un peu une diversité là-dedans puis voir comment qu'on peut rendre ça plus, continuer de s'améliorer en tant qu'événement. On fait ça en premier lieu pour s'amuser. Mais il fallait que ça aille un but plus sérieux un peu, qui est de redonner à une fondation. C'est super valorisant. Nous, on fait ce travail-là à tous les jours. On essaie de participer à notre manière en tout temps pour aider des fondations. Puis Louis, quand il est arrivé avec cette idée-là, c'était juste la cerise sur le sundae. Là, ça tombait bien. Moi, c'est très le fun de faire pour la Fondation. Je pense que c'est des choses qui sont importantes. La Fondation, pour moi, ça est super importante, mais il y a aussi le fait de voir les gens ici, de leur parler, d'apprendre sur eux. C'est un peu le gars curieux en moi qui ressort. Je pose des questions aux gens, j'essaie de savoir un peu d'où ils ont entendu parler de l'événement, de qu'est-ce qu'ils font dans la vie, etc. Donc, c'est l'autre côté le fun aussi de la patente, là. Ils peuvent voir aussi c'est qui Louis Domingue, l'humain, tu sais. C'est 2 entités différentes, dans le fond, tu sais. Les gens sont habitués un petit peu à la cassette, là, le générique des joueurs de hockey, mais c'est important de montrer notre autre côté aussi. Puis souvent, je prends le temps après l'événement de gérer les chiffres, comment qu'on peut s'améliorer, puis on va aller de là, on va regarder après la fin de semaine, voir qu'est-ce que ça va avoir donné.
Cette semaine, au quiz de la semaine, on s'intéresse à Wayne Gretzky, puisqu'il y a 34 ans aujourd'hui, il est devenu seulement le 5e de l'histoire de la Ligue nationale à obtenir 1400 points en carrière. Et Danny, moi, j'ai pas eu la chance de le voir jouer en personne, Wayne Gretzky, je suis un petit peu trop jeune. Prolifique. Parle-moi un peu de les souvenirs que tu as de lui, au-delà des statistiques qu'il a. Qu'est-ce que tu en as gardé comme souvenir? C'est un joueur qui était extraordinaire parce qu'il était imprévisible. C'est le genre de joueur qui faisait... Il avait comme une espèce de radar, une vision périphérique bien au-delà de ce qu'on avait l'habitude de voir. Il jouait à contre-courant, il était capable de ralentir le jeu. Et il jouait aussi avec une équipe qui était extraordinaire. Donc, il y avait des options de passe partout. Il était vraiment sensationnel. Et moi, je me suis régalé à le voir jouer, évidemment. Et j'ai rarement vu un joueur aussi prolifique pour accumuler les points. En plus de faire des buts, il faisait des passes à profusion. Et à la fin de sa carrière, le nombre de points par match qu'il pouvait obtenir, c'était faramineux. Écoute, c'était un joueur, là, c'était très rare les matchs où il était blanchi déjà au départ, mais un soir de 2 points, c'était une petite soirée. On se demande donc aujourd'hui combien de matchs a-t-il fallu à Wayne Gretzky pour obtenir 1400 points? Est-ce A, 580, B, 600 ou C, 620? La réponse après la pause. On se demandait avant la pause combien de matchs avait-il fallu à Wayne Gretzky le 5 décembre 1986 pour franchir le cap des 1400 points en carrière. La réponse est A. 580 matchs, c'est ce qu'il a fallu à Wayne Gretzky pour obtenir 1400 points. C'était le 5e de l'histoire à obtenir ce chiffre, après Gordie Howe, Marcel Dionne, Phil Esposito et Stan Mikita. C'est de la belle compagnie, ça, Danny, quand même, quand t'es dans des records avec ces gars-là. Même pour un gars comme Wayne Gretzky, ça restait de la belle compagnie. Oui, c'est ça, mais c'est une époque où le jeu offensif faisait foi de tout. C'était extraordinaire de voir à quel point... Écoute, je me souviens, Phil Esposito, là, une fois, je pense qu'il est resté comme 7 minutes sur la glace sans débarquer. L'entraîneur devait pas être content? Ben, écoute, l'entraîneur, c'était le meilleur joueur de la Ligue nationale. Il touchait à la rondelle, ça se transformait en magie, alors on le laissait jouer. Merci beaucoup, Danny. Ça me fait plaisir encore cette année de recevoir Sylvain Guimond. Sylvain, bonjour. Allô, Danny, ça va bien? Ça va bien. Écoute, j'apprécie énormément ce livre-là, ton dernier, la puissance de nos différences, parce que je pense qu'on est dans une période où tout le monde a tendance à réfléchir sur l'inclusion, sur le hockey en particulier. On veut que ce soit un sport pour tous. Et ça, bien, ça implique justement d'être tolérant, de faire preuve de cette tolérance. Parle-nous un peu du parcours que tu nous proposes à l'intérieur du livre. C'est un peu drôle parce que la différence, c'est ce qui m'a interpellé, moi, à faire mon doctorat aux États-Unis en psychologie du sport avec une dame qui était en charge de la NBA. Imaginez une femme qui est docteur en psychologie du sport pour la NBA et elle était spécialisée au niveau des types de personnalités. Okay. Donc, déjà là, d'accepter une femme parmi les hommes, c'était déjà quelque chose. Et sa spécialité, c'était les types de personnalités dans leur fonctionnement à l'intérieur d'une équipe. Et elle a prouvé pendant 16 ans d'affilée que les équipes qui gagnaient des championnats étaient formées de joueurs avec le plus de variété possible dans leur personnalité. Donne-moi des exemples de type de personnalité. Le type de personnalité, c'est quelqu'un qui peut être un introverti, va être un peu plus réservé, il va être plus avoir besoin de se retrouver seul. Quelqu'un qui est intuitif va être moins à demander plein de questions. Quelqu'un qui est rationnel, bien, va prendre des décisions plus rationnelles. Quelqu'un qui est émotif. Donc, on a des personnalités qui sont différentes. Notre personnalité et notre trait de caractère, c'est deux choses différentes. Ma personnalité, c'est mon fonctionnement au niveau de mes prises de décision, prises d'information, puis de la façon dont je suis en général. Tandis que le caractère, c'est vraiment ce qui englobe ma façon d'agir, dans le sens de si je suis bouillant, je suis quelqu'un qui est plutôt calme. Ouais. Et ça, c'est pas nécessairement au niveau de la personnalité, mais au niveau des traits de caractère. Et ce qui est intéressant, Danny, de savoir là-dedans, c'est qu'il y a 50 de qui on est tous les deux, qui nous viennent de nos parents. Il y a une partie génétique dans notre comportement au niveau cognitif. Ouais. Et il y a une partie qui est apprise. Donc, avec les gens avec qui je suis, vont aussi forger ma personnalité et je dois me déplacer sur un continuum, on appelle une dichotomie, entre un côté qui est soit rationnel ou plus émotif. Et dans une équipe de hockey, bien, on a besoin de tous ces gens-là. Ouais. Et c'est pour ça qu'en écrivant ce livre-là, c'était ce que moi j'avais vécu.
J'ai fait justement mes recherches sur la personnalité, les postures et les douleurs et à voir que différents types de personnalités dans une équipe, lorsqu'on veut être performant, bien, il faut avoir des gens de tous les milieux, de toutes les couleurs pour en faire une chimie qui est beaucoup plus forte lorsqu'on a des personnalités différentes. Par contre, ça demande ce que tu disais tantôt, ça demande d'être indulgent. Ça demande aussi d'être respectueux et d'apprécier surtout la différence de l'autre. D'être à l'écoute, l'entraîneur doit être capable de les détecter, ces modèles-là. Si on veut intervenir, moi, quand j'ai commencé à faire des communications, Guy Mongrain, il me disait « Il faut que tu saches à qui tu parles avant de commencer à parler. » C'est vraiment important. C'est important aussi de bien connaître les joueurs, mais aussi de bien me connaître moi, pour que je sois en mesure que si je veux que mon message porte, la personne qui est importante dans le message, c'est pas moi, c'est l'intention de mon message et je dois l'adapter à la personne à qui je parle, justement. Donc, c'est important. Et pour les instructeurs, malheureusement, Choix des mots. On n'apprend pas ça beaucoup. Non. Fait qu'on va le faire à partir... Et ça, c'est un aide à vraiment détecter ça, puis à savoir qu'on a besoin de types de personnalités variées et d'accepter ces différences-là, qui est vraiment important. Dans notre prochaine conversation, je vais poser une question quand même assez importante à Sylvain. Des fois, les différences, ça nous amène dans toutes les directions. Comment on fait pour rassembler tout ça, pour regrouper des gens qui, au départ, ne se ressemblent pas beaucoup? Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bienvenue encore cette semaine à notre chronique sur l'équipement de hockey. Bonjour Éric. Tu as dans les mains une nouveauté. Bauer vient de sortir un tout nouveau bâton. Ça sort frais. C'est fraîchement sorti du four. Exactement. Ça vient tout juste d'arriver en magasin. C'est le nouveau Bauer Nexus Geo. Oui. Qui est inspiré d'une technologie que les joueurs de hockey vont reconnaître, c'est Bauer ADV. Ils ont sorti quelques bâtons. Parle-nous un peu de la technologie, s'il te plaît. Bien, ils ont sorti quelques bâtons. Ils ont fait beaucoup de recherches pour les bâtons Bauer avec leurs ingénieurs à Blainville. Ça s'appelle Advanced Series. Ils ont développé plein de bâtons édition limitée qui ont été très, très, très populaires. Puis les joueurs vont reconnaître la ligne verte en arrière qui est inspirée de la série ADV. Donc, le nouveau Nexus Geo, qui a une géométrie, donc géométrie un petit peu différente. Il y a 5 côtés. Très léger, c'est le nouveau bâton, c'est la dernière nouveauté du point de vue de technologie de la compagnie. Parle-nous aussi de la palette. Au niveau de la lame, il y a quand même une technologie là encore qui est un petit peu différente. Oui, exact. On se rappelle un petit peu du dernier Nexus qui est le ADV, justement. Il y avait un trou dans la palette. Oui, je me souviens de ça. Eux ont testé beaucoup de choses, surtout la réactivité de la palette. Avec le trou, ça marchait beaucoup. Ils ont pris cette technologie sans mettre le trou dans le nouveau Nexus. Donc, la palette réagit très, très bien. Parce qu'au niveau des bâtons en composite, on va le dire comme ça, une des choses qui revient souvent de la part des joueurs, surtout les joueurs de plus haut niveau, c'est l'effet trampoline. Les joueurs n'aiment pas quand la rondelle rebondit trop. Ça, donc, avec la palette, cette technologie-là va permettre justement d'avoir plus d'adhésion puis une meilleure répartition du choc. Exactement ça. Ouais. Puis juste, c'est bien que tu amènes le point des joueurs professionnels. Le bâton Nexus, le point de flexion, c'est vraiment le profil le plus populaire chez les pros. Des fois, ils ont des graphiques différents, mais la construction Nexus, c'est vraiment numéro 1 chez Bauer de très loin. Puis avec ce bâton-là, tu vas marquer beaucoup de buts. Ça dépend des mains qui gèrent le bâton, mais ça, c'est un autre dossier. Parle-nous maintenant du AS3 Pro de CCM. Exact. Ça, c'est le tout dernier de CCM aussi, il est sorti l'été dernier. C'est la série Super Tax, donc même bâton que Connor McDavid utilise. Encore une fois, ils ont mis... Juste le nom fait rêver déjà, là, en partant. Là, oh, exact. Dans ta ligue de garage, tu achètes du bâton-là, déjà, tu fabules un peu. Là. Un petit peu. Ouais. Non, mais quand même, c'est intéressant de voir que les bâtons professionnels, celui-là est signé McDavid, que ça attire quand même le grand public. Qu'est-ce qui caractérise ce bâton-là? Bien, c'est surtout la construction. Puis il y a beaucoup...
Des fois, on va en magasin, ils disent ah, c'est cher, mais ça vaut-tu vraiment le prix? Mais il y a tellement de recherche et développement fait sur les produits, puis il y a un coût associé à ça. Oui. Puis la construction, le composite qui est à l'intérieur de ce bâton-là est aussi de très haute qualité, très performant et durable. Le manche en T, parle-nous un peu de... Ça, on dit, là, le manche est en T. Oui, mais c'est la géométrie du manche. Donc, il y a différents, comme un petit peu comme le Nexus, il y a 5 côtés. 5 côtés, oui. Celui-là, il est plus forme T. Donc, quand les joueurs, quand ils le mettent dans leurs mains, ils peuvent reconnaître la forme aussi. Puis une chose qui est bien avec CCM, c'est que là, tu peux remarquer que c'est pas un joueur de la Ligue nationale, le nom qui est écrit sur le shaft. Non, mais c'est un pro. C'est un pro, c'est un spécialiste de hockey. Donc, juste pour l'effet du show, j'ai fait imprimer mon nom sur le bâton parce que c'est une option qui est disponible en magasin maintenant, juste pour CCM. Quand tu arrives dans la chambre des joueurs avec ton nom sur un bâton, ça l'impressionne beaucoup de monde. Oui, mais il faudrait que tu comptes des buts durant le match, par exemple. Oui, ça aussi. Dis-moi, ton troisième bâton que tu veux nous présenter, c'est votre propre ligne, Sherwood. Oui, exact. C'est un bâton Sherwood. On se souvient, Sherwood est vraiment connu pour ses bâtons de bois, le T90. Mais cette année, il y a une nouvelle série qui s'appelle Code, okay. qui est vraiment bien. Un look un petit peu différent. On voit les graphiques, le nom est un petit peu apposé différent de ce qu'on est habitué habituellement. Mais ça, c'est un bâton un petit peu moins cher. Mais quand tu le prends dans tes mains, tu as l'impression que c'est un bâton comparable à un bâton beaucoup plus cher. Donc, la question de poids demeure toujours au cœur des décisions, le feel. Tu sais, vraiment, là, le gars, il prend le bâton, le gars ou la fille, évidemment. Ouais. La personne prend le bâton, puis la première chose, avant même de faire le flex, on voit souvent les joueurs, les joueuses faire comme ça avec le bâton. C'est un peu... Tout est dans le ballon du bâton, si tu veux. Donc, comment il est balancé. Comment il est balancé, exact. Ouais, puis donc, des bâtons, plus que le bâton est cher, puis le balancement va être mieux. Des fois, tu peux avoir un bâton un petit peu moins cher, mais qu'un balancement exceptionnel. Donc, l'impression peut différer de prix en prix ou de bâton en bâton. Au niveau de ce bâton-là, en terminant, je pense qu'il y a eu un souci également au niveau de l'adhésion. Donc, il y a un enduit sur le bâton pour permettre une meilleure adhésion. Oui, exact. Communément appelé la grip. La plupart des bâtons maintenant en ont. La grande majorité, je te dirais. Mais celui-ci a une grip quand même assez spéciale. Donc, quand c'est dans tes mains, sur une mise au jeu, ou pour faire un lancer, ça glisse pas. Donc, c'est vraiment bien. Puis c'est bien pour un bâton qui est considéré grand public d'avoir ces caractéristiques-là. Je pense que c'est quand même intéressant. Oui, tout à fait d'accord. Ouais. Dis-moi, tu as des boîtes là, qui servent à quoi exactement? Bien, c'est des petits accessoires qui sont quand même intéressants, puis aussi surprenant que ça puisse être. Ça, c'est de la cire à bâton. Oui. La cire à whiz qui est vraiment populaire, puis qui a une odeur tout à fait exceptionnelle. Très populaire chez les joueurs de hockey. C'est vraiment une des meilleures cires sur le marché. Puis tu places ça où? Sur la palette, sur le bâton? Par-dessus ton ruban sur la palette. OK, puis ça sert à quoi? Puis c'est une meilleure glisse sur la patinoire. Oui. Puis en même temps, tu vas peut-être économiser ton ruban un petit peu si tu en mets suffisamment. Alors, la semaine prochaine, encore des bâtons. Exact. La chronique Sur la glace est une présentation de Capto-2, hygiène du sport. Capto-2, passe à l'action. Bienvenue encore cette semaine à la chronique Sur la glace. Aujourd'hui, on va s'attarder sur le travail des défenseurs, mais particulièrement lors de la relance. Bon, très souvent, les jeunes vont avoir tendance à contrôler la rondelle, à manier la rondelle. Et pendant qu'ils manient la rondelle, bien, effectivement, ils permettent à l'adversaire de s'approcher d'eux. On va voir comment accélérer le mouvement et s'assurer peut-être même de sauver des étapes afin de pouvoir relancer l'attaque adéquatement. Regardons ensemble ce que Patrick Boileau nous suggère. Premier exercice, l'entraîneur va exécuter une passe au défenseur. Ce dernier, lorsqu'il la reçoit, on veut une transition sans maniement de rondelle rapidement vers l'attaquant. On va y aller pour 4 rondelles, mais on va faire une démonstration qu'un droitier. Excellent. On bouge, hop, tout de suite, rapidement. Good, c'est excellent. Ça, c'est parfait. Good. Parfait. Belle tête haute avec des bonnes passes, aucun maniement de rondelle. Ça, c'est parfait de ce côté-là. Excellent. Après les conseils de notre expert, on réalise que d'ouvrir les mains et de tout de suite faire la passe, c'est extrêmement important. Mais il y a aussi d'être en mesure de séparer le haut du corps et le bas du corps. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est évidemment d'ouvrir les hanches afin de pouvoir avoir un maximum de vélocité
lors de la passe. Donc, on va transférer le poids en ouvrant les hanches et être capable de pousser sur cette rondelle de la jambe arrière vers la jambe avant. Et comme ça, on optimise la vélocité et la précision de la passe. Voyons ce que ça donne, encore une fois, avec Patrick. OK. Ce qui va être important aussi, quand tu vas ramener la rondelle, là, présentement, tu ramènes la rondelle, mais tu la gardes tout le temps en avant de toi. Moi, ce que je veux, c'est que tu ramènes la rondelle, mais tu vas la ramener un peu vers l'arrière pour avoir plus de puissance pour exécuter ta transition. Aussi, ça pourrait arriver que je reçois une mauvaise passe, mais j'ai un joueur qui vient mettre de la pression. Si je garde la rondelle devant, il peut venir puis m'harponner, tandis que si je la reçois, je la ramène tout de suite vers l'arrière, mais je me crée un peu de temps et d'espace. Avec cette animation 3D, on met l'accent sur l'ouverture des hanches et d'être capable de distribuer la rondelle rapidement. Donc, en alternance, comme il y a deux joueurs devant, vous le voyez sur cette animation, on peut faire la passe le long de la rampe ou faire la passe dans le centre. Celui qui est immobile dans le centre fait bien sûr office de joueur de centre dans les circonstances. C'est important d'inciter vos joueurs à faire les passes de chaque côté. En rotation, si le joueur a fait une passe le long de la rampe, la fois suivante, on l'invite donc à faire la passe au joueur de centre. Donc, une question de synchronisme, une question de position des hanches, comme on l'a vu un peu plus tôt. Un autre exercice qui va vous intéresser, cette fois, en situation 2 contre 1 en continu, on implique les gardiens de but. Donc, le gardien de but, sur cette animation 3D, reçoit la rondelle et fait la passe à son défenseur. Donc, le défenseur, lui, doit prendre une lecture, évidemment, regarder ce qui se passe autour de lui et ensuite ouvrir les hanches, se placer en position pour recevoir la rondelle et distribuer celle-ci le plus rapidement possible. Donc, encore une fois, on interpelle les défenseurs, on sollicite les mêmes techniques et ce qu'on veut, c'est éviter le maniement de rondelle. La rondelle doit bouger très, très rapidement. Et comme on le voit sur la séquence, une fois qu'on a fait notre passe, on doit recevoir maintenant la charge de l'équipe adverse en situation à 2 contre 1. C'est un excellent exercice parce qu'il est complet et il permet d'avoir du rythme, de solliciter autant défenseurs qu'attaquants sur des jeux de passe et surtout, vous impliquez vos gardiens de but. Donc, on comprend que lors d'une transition, cette phase est implicite à la vitesse. Si on veut profiter du déséquilibre défensif de l'adversaire, de prendre à contre-pied, de le surprendre, les défenseurs doivent être extrêmement alertes et doivent redistribuer la rondelle vers l'avant le plus rapidement possible. Donc, évitez les passes transversales qui sont inutiles. Évitez également de contrôler la rondelle inutilement. Sur Play 360, vous avez vu ces exercices, il y en a d'autres pour vous. Alors, on vous invite à aller consulter la plateforme. Alors, Jasmin, qu'est-ce que tu as pour nous la semaine prochaine? Une rencontre entre deux espoirs du Canadien de Montréal, mais également deux amis dans la vie de tous les jours, Raphaël Harvey-Pinard et Joel Teasdale, qu'on est allé rencontrer pour parler un peu de leur entraînement dans cette hors-saison qui est un peu particulier. Oui, effectivement. Et de mon côté, parlant de choses assez particulières, je vous invite à ne pas manquer la chronique dans le gymnase avec Stéphane Dubé. On va parler de force unilatérale. Je vous en dis pas plus, manquez pas ça. Hockey Magazine vous a été présenté par le Trio Hockey, l'ultime méga magasin de hockey. En collaboration avec Captorder, hygiène du sport, Captorder, bas sélection et Hockey Magazine pour un accès inédit à vos joueurs préférés.